Pendant 30 ans, j'ai cru que chaque sacrifice, chaque heure supplémentaire au bureau, servait à bâtir l'avenir de mon propre sang. Mais ce matin, alors que le cercueil de ma femme descendait lentement dans la terre froide du cimetière du Père-Lachaise, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé plus que la mort elle-même. Mes 3 enfants ne regardaient pas le corps les larmes aux yeux, ils fixaient leur montre de luxe et calculaient discrètement la valeur de revente de cet hôtel particulier du 16e arrondissement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la nuit précédente, pendant qu'ils dormaient dans les chambres que j'avais payées, j'avais tourné la clé du vieux coffre en chêne qui leur avait toujours été interdit. À l'intérieur, je n'ai pas trouvé les souvenirs d'une vie heureuse. J'ai trouvé la preuve scientifique et dévastatrice qu'aucun d'entre eux ne possède mon code génétique. Je leur ai donné 30 ans d'amour inconditionnel et une vie de privilège. Désormais, je ne leur donnerai que 24 heures exactes pour évacuer ma propriété et sortir de ma vie pour toujours. Le soleil de midi plombait sur les tombes, une chaleur lourde et étouffante qui faisait perler la sueur sur les fronts. Mais moi, je ressentais un froid absolu. C'était une sensation chirurgicale qui naissait dans mon estomac et s'étendait jusqu'au bout de mes doigts. Face à moi, le bois verni s'enfonçait dans l'obscurité. Là-dedans reposait la femme avec qui j'avais partagé mon lit, ma table et mes dettes pendant 3 décennies. J'ai senti une larme, réelle et pesante, rouler sur ma joue. Malgré tout ce que j'avais découvert, la douleur de la perte était sincère. J'avais perdu ma femme, mais j'avais aussi perdu le mensonge qui soutenait ma réalité. Autour de moi, le silence aurait dû être sacré. Pourtant, mes oreilles, entraînées par des années de négociations à la défense, captaient le bruit parasite de l'indifférence. À ma droite se tenait Marc, l'aîné. Il portait un costume sombre de chez un tailleur italien que je lui avais offert lors de l'obtention de son MBA à l'INSEAD. Il ne regardait pas la fosse. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil de Marc, mais sa tête était penchée vers la paume de sa main. J'ai remarqué le reflet bleuté de son écran de smartphone. Il ne lisait pas de prière. Son pouce glissait sur l'écran d'un mouvement rapide et rythmé. Il consultait les cours de la bourse ou répondait peut-être aux mails de sa propre start-up, celle qu'il avait fondée grâce à mon capital d'amorçage. Pour lui, enterrer sa mère était un temps mort improductif, une pause agaçante dans son agenda d'homme d'affaires. À ma gauche se tenait Élodie. Elle pleurait, ou du moins émettait les sons appropriés au moment opportun. Elle s'essuyait les yeux avec un mouchoir en soie, veillant à ne pas gâcher le maquillage professionnel appliqué le matin même. Mais entre 2 sanglots, je l'ai entendue murmurer à son mari. Elle se plaignait que la tente de réception ne protégeait pas assez du soleil et que la chaleur allait ruiner son brushing avant la réception. Sa douleur était une performance, un jeu d'acteur pour l'audience composée des tantes et des membres du club de golf qui nous observaient. Élodie avait toujours été ainsi. Plus préoccupée par l'esthétique de la tragédie que par la tragédie elle-même. Et derrière moi, comme une ombre agitée, il y avait Damien, le cadet. Il avait 26 ans, soit 3 ans de moins que Marc. Toujours le plus impulsif, celui qui n'avait jamais fini ses études à la Sorbonne, celui qui avait toujours une idée révolutionnaire nécessitant un investissement urgent. Il s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Pendant une seconde, une brève et naïve seconde, j'ai cru recevoir du réconfort. Mais sa voix basse m'a ramené à la réalité. Il m'a demandé si nous avions déjà décidé quoi faire de la collection d'art de la maison, car il connaissait un marchand d'art à Saint-Germain-des-Prés qui payait comptant. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas l'insolation, c'était la répulsion physique devant la voracité de mes propres enfants. Le corps de leur mère n'avait même pas touché le fond du trou qu'il faisait déjà l'inventaire des actifs. La cérémonie s'est poursuivie avec la lenteur d'un cauchemar. Le prêtre parlait d'amour éternel et de famille. Des mots qui rebondissaient dans mon esprit avec une ironie cruelle. J'ai regardé mes prétendus enfants, alignés comme des mannequins de magazine. Impeccables, sérieux, vides. J'ai calculé mentalement l'argent investi en eux. École privée sous contrat, cours de tennis au Racing Club, voiture neuve pour leurs 18 ans, mariage extravagant, renflouement financier silencieux. Des millions d'euros drainés de mes comptes pour assurer leur bien-être. Pendant des années, je m'étais dit que cela en valait la peine, que c'était mon devoir de père. Maintenant, avec ce secret qui me brûlait la poche intérieure de ma veste, cet investissement ressemblait à la plus grande escroquerie de mon histoire financière. Ce n'étaient pas mes héritiers, c'étaient des parasites qui avaient consommé les ressources d'un hôte qui n'était pas le leur. Les gens ont commencé à passer pour les condoléances.
Un défilé de mains moites et d'embrassades lâches. Les amis du club, les associés du cabinet, les voisins curieux. Tous répétaient le même scénario. Toutes mes condoléances. C'était une femme remarquable. Nous sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'acquiesçais mécaniquement. Le stoïcisme était mon armure. Personne ne devait remarquer qu'à l'intérieur, je m'effondrais et me reconstruisais en même temps. Personne ne devait soupçonner que là où il voyait un veuf éploré, j'étais un juge prononçant une sentence en silence. J'ai observé Marc desserrer sa cravate et regarder sa montre avec une impatience indécente. Il a fait un geste à ses frères et sûr. Ils se sont regroupés un instant à l'écart, formant un cercle fermé. Ils ne s'enlaçaient pas, ils discutaient. J'ai vu Élodie désigner du doigt le parking où se trouvait mon SUV, puis pointer la direction de la maison. Damien a sorti sa cigarette électronique et a lâché un nuage de vapeur discret en hochant la tête. Il planifiait la logistique de l'après-midi, non pas celle du deuil, mais celle du partage. Ils avaient hâte d'arriver à la maison, d'ouvrir les bouteilles de ma cave et, surtout, de mettre la main sur le coffre en chêne. Ce maudit coffre que ma femme leur avait interdit de toucher toute leur vie, nourrissant le fantasme qu'il contenait des bons au porteur ou les diamants de la grand-mère. L'ironie était parfaite. Ils voulaient l'ouvrir pour s'enrichir, sans savoir que je l'avais déjà ouvert pour les détruire. La dernière poignée de terre est tombée sur le bois avec un bruit sourd. Le rituel était terminé. Les gens se dispersaient vers leurs voitures climatisées, soulagés d'échapper au soleil et à l'idée de la mort. Marc s'est approché de moi, ses lunettes déjà sur le nez et les clés de sa Porsche à la main. Son ton était d'une fausse compassion, cette voix condescendante qu'on utilise avec les personnes âgées. Il m'a dit qu'il valait mieux y aller, qu'il y avait beaucoup de papiers à revoir à la maison et qu'il ne voulait pas que je m'épuise. Je l'ai regardé fixement dans les yeux, cherchant une trace de moi en lui. Il n'y avait rien. Ni dans le regard, ni dans le caractère. Tu as raison, a-t-il répondu avec un calme qui l'a déconcerté. Il y a des documents très importants que nous devons lire aujourd'hui même. Je suis allé vers ma voiture seule, refusant qu'il me raccompagne. J'avais besoin de ces minutes de solitude au volant de ma berline allemande grise avant que la véritable tempête ne commence. Les obsèques étaient le théâtre de l'illusion, la maison serait le théâtre de la vérité. Le trajet fut un exercice de contention absolue. En tournant dans l'allée pavée de la propriété, j'ai remarqué que le jardin était impeccable. Le paysagiste était passé mardi, comme toujours. Je payais 1 200 € par mois pour ce service afin que ma femme puisse voir ses roses depuis la fenêtre. Maintenant, ces roses semblaient être des taches de sang coagulées contre le mur blanc. En entrant, l'air sentait encore ce mélange écœurant de médicaments et de fleurs de deuil. La maison était en désordre. Des verres en plastique sur la table en acajou du vestibule, des serviettes froissées au sol. Un chaos logistique. J'ai attendu avec une naïveté qui me fit presque rire que l'un d'eux ramasse quelque chose. Peut-être qu'Élodie laverait une assiette. Peut-être que Damien sortirait la poubelle qui débordait. Mais non. Ils ont ignoré le désordre comme s'ils étaient des clients dans un hôtel 5 étoiles où le service est invisible. Ils sont allés directement au salon. Marc s'est laissé tomber dans mon fauteuil en cuir préféré. Élodie a retiré ses talons aiguilles, les laissant traîner sur le tapis persan, et est allé se servir un verre de mon meilleur Margot sans même demander. Damien, toujours inquiet, a commencé à faire le tour de la pièce en touchant les objets, les évaluant comme un commissaire-priseur. Je suis resté debout près de la porte, à les observer. J'avais l'impression de regarder un documentaire sur des hyènes dévorant les restes d'une proie, sauf que la proie était ma vie et que je respirais encore. Marc a pris une longue gorgée, a soupiré avec théâtralité et a brisé le silence. « Papa, assieds-toi, s'il te plaît. Nous devons parler de choses pratiques. Nous savons que c'est un jour difficile, mais la vie continue et il y a des décisions qui ne peuvent pas attendre. » Je me suis assis sur une chaise rigide face à eux. « Je t'écoute, ai-je dit. » Nous en avons discuté tous les trois, a continué Marc. Et nous pensons que cette maison est trop grande pour toi tout seul. C'est absurde qu'un homme de ton âge gère 400 mètres de surface, les impôts fonciers, l'entretien. Et puis, cela te rappelle des souvenirs tristes. Élodie a acquiescé avec ferveur. Exactement, papa. C'est pour ton bien.
Marc a un contact dans une agence immobilière de luxe qui pourrait la mettre sur le marché dès la semaine prochaine. Les prix dans le quartier sont au plus haut. Tu pourrais en tirer une fortune, t'acheter un bel appartement moderne près du club de golf, et le reste. Bon, le reste pourrait être investi ou réparti pour nous aider à consolider nos projets. Maman aurait voulu que tu nous aides. Et voilà. La carte de la mère décédée. Jouée en moins de 10 minutes. J'ai ressenti une pointe de colère, mais j'ai gardé mon rythme cardiaque sous contrôle. C'était fascinant de voir comment ils déguisaient leur avarice en préoccupation filiale. Ils ne voulaient pas que je sois à l'aise, ils voulaient de la liquidité immédiate. Et c'est tout? Ai-je demandé d'une voix neutre. Vendre mon foyer est votre seule préoccupation aujourd'hui? Damien s'est retourné près de la cheminée, les yeux brillants d'une cupidité enfantine. Non, ce n'est pas tout. Il y a le coffre. Le coffre en chaîne de maman. L'atmosphère s'est tendue instantanément. Ce vieux meuble rustique avec ses ferrures en fer noir avait toujours été au pied du lit conjugal, fermé par un lourd cadenas. Ma femme leur avait dit depuis l'enfance qu'elle y gardait son trésor le plus précieux. Leur imagination, nourrie par un manque total d'éthique, avait transformé ce trésor en lingots d'or ou en document bancaire d'un compte secret en Suisse. Nous devons l'ouvrir aujourd'hui, a dit Élodie en se penchant en avant. Cela fait partie de la succession. Nous avons le droit de savoir. Maman m'avait promis que ces bijoux seraient pour moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le cadenas avait déjà été forcé. Il ne savait pas que le trésor n'avait aucune valeur monétaire, mais une valeur destructrice incalculable. J'ai imaginé leur tête si je leur disais que le coffre contenait la preuve que leur mère couchait avec son prof de tennis et le pédiatre du coin. Mais non, ce n'était pas le moment. Le châtiment doit être proportionnel et exécuté avec précision. Le coffre est dans ma chambre, ai-je dit calmement. Et aujourd'hui est le jour de l'enterrement. Nous n'allons rien ouvrir maintenant. Je n'ai pas l'énergie pour chercher la clé ni pour gérer vos fantasmes de coffre au trésor. Mais papa, a protesté Damien. J'ai levé la main. Un geste léger, mais chargé d'une autorité qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. Ils se sont tus. J'ai dit pas maintenant. Demain. Demain à midi, vous viendrez tous ici. Nous déjeunerons, nous parlerons de la maison, de l'héritage, et nous ouvrirons le coffre. Amenez vos conjoints. Je veux que toute la famille soit présente pour ce que nous allons découvrir. Marc a échangé un regard avec Élodie. Ils ont accepté le marché. Très bien. Demain à midi. Mais papa, sérieusement, réfléchis pour la maison. Ils sont partis sans m'embrasser, juste quelques tapes sèches sur l'épaule. Je les ai regardés s'en aller un par un. Quand le dernier moteur s'est éteint au loin, j'ai fermé la porte d'entrée et j'ai tiré le verrou. Le son métallique a résonné dans la maison vide, comme le coup de marteau d'un juge. J'étais seul. Enfin seul avec la vérité. Et j'avais toute la nuit pour préparer la sentence finale. Je me suis servi un whisky, un single malt de 18 ans que je gardais pour les grandes occasions. Je n'ai porté de toast à personne. J'ai bu la première gorgée d'un trait, cherchant à brûler le nude que j'avais dans la gorge. Je suis monté à l'étage, vers la chambre principale. Pendant les dernières 48 heures, j'avais évité d'y entrer. Dormir sur le canapé du bureau me semblait plus digne que d'affronter le lit vide, mais ce soir-là, quelque chose m'appelait. Ce n'était pas la fatigue, c'était une force magnétique qui émanait du pied de ce lit king size. J'ai poussé la porte et l'odeur de son parfum, un mélange de lavande et de vanille, flottait encore dans l'air stagnant. Tout était intact. Son livre sur la table de chevet, ses crèmes, sa brosse. Et là, au pied du lit, se trouvait le coffre. C'était une pièce ancienne en chêne massif avec des ferrures en fer noir qu'elle avait rapportée de la maison de sa grand-mère lors de notre mariage. Dès le premier jour de notre vie commune, elle avait instauré une règle inébranlable. Ce coffre était son jardin secret. Nous avons tous besoin d'un secret pour rester sains d'esprit, m'avait-elle dit un jour avec un sourire complice. Moi, dans mon immense bêtise d'homme amoureux et respectueux, j'avais accepté cette condition comme un dogme. Je ne l'avais jamais touchée, jamais posé de questions. Je croyais qu'elle y gardait ses journaux d'adolescente, des lettres d'amis de lycée ou peut-être quelques souvenirs sentimentaux sans valeur qu'elle avait honte de montrer.
J'avais respecté ce cadenas rouillé comme s'il s'agissait du sceau d'un temple sacré. Confiance, me disais-je. Le mariage repose sur une confiance aveugle. Je me suis assis par terre face au bois sombre. Mes enfants croyaient qu'il y avait ici des lingots d'or ou des titres de propriété. Comme ils connaissaient peu leur mère. Ou plutôt, comme je la connaissais peu, moi. Le doute, une graine latente depuis 30 ans, commença à germer dans cet instant de solitude. Pourquoi tant de mystère? Pourquoi cette obsession de fermer à clé, même pour aller acheter le pain à la boulangerie du coin? Je me suis rappelé où elle cachait la clé. Ce n'était pas un endroit sophistiqué. Elle était au fond de sa boîte à bijoux, sous le double fond en faux velours, fixé avec un morceau de ruban adhésif. Elle savait que je ne fouillais jamais dans ses affaires. Elle savait que j'étais un gentleman, un homme d'honneur. Cette certitude sur mon intégrité fut son meilleur système de sécurité. Je me suis levé, je suis allé vers la coiffeuse et j'ai récupéré la clé. Mes doigts tremblaient légèrement. La clé était petite, en fer, froide au toucher. Je suis retourné au coffre. Je me suis agenouillé à nouveau, sentant le poids de mes 55 ans dans mes articulations. Je ne le faisais pas par cupidité. Je me fichais de l'argent. Je le faisais parce que la femme qui gisait à 3 mètres sous terre s'était emportée avec elle la moitié de ma vie, et j'avais désespérément besoin de trouver quelque chose d'elle qui ne soit pas l'image publique que tout le monde connaissait. J'ai introduit la clé dans la serrure. Le mécanisme était grippé par le manque d'usage. J'ai forcé un peu. Le métal a grincé, un son aigu qui a déchiré le silence de la chambre comme un cri étouffé. Clac. Le verrou a cédé. Mon cœur battait à un rythme lent et lourd. J'ai pris une autre gorgée de whisky pour me donner du courage. En soulevant le couvercle pesant, les charnières ont gémi, libérant une odeur de vieux papier et de renfermé qui m'a frappé au visage. Il n'y avait pas d'éclat d'or, pas de reflets de diamants. Il n'y avait que des piles de papier ordonnées méticuleusement et des chemises cartonnées beige. La lumière de la lampe de chevet éclairait l'intérieur. Ce que j'ai vu en premier, c'est un paquet de lettres attachées par un ruban bleu délavé, et en dessous, plusieurs dossiers avec des logos de laboratoire d'analyse médicale. J'ai eu un frisson. Ce n'était pas le froid de la pièce, c'était l'intuition, ce sixième sens que nous, les hommes, avons tendance à ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard, qui me hurlait de refermer ce couvercle et de rester dans l'ignorance. Mais il était trop tard. La boîte de Pandore était ouverte. La paix de ma mémoire était sur le point d'être sacrifiée sur l'autel de la vérité. J'ai tendu la main et j'ai pris la première chemise. À cet instant, j'ai cessé d'être le veuf éploré pour devenir le procureur de ma propre existence. L'intérieur du coffre était organisé avec la précision d'une archive criminelle. À gauche, les lettres. À droite, 3 dossiers beiges, ceux qu'on utilise dans les cabinets médicaux, chacun étiqueté d'une initiale écrite avec l'écriture ronde et reconnaissable de ma femme. M, E, D. Marc, Élodie, Damien. J'ai senti l'air devenir dense. J'ai pris le paquet de lettres. La première datait du 14 février 1991. J'ai fait le calcul instantanément. C'était 2 ans après notre mariage et 1 an avant la naissance de Marc. L'écriture était masculine, anguleuse, agressive. J'ai commencé à lire. Ma chère Claudia, l'attente devient insupportable. Savoir que tu dors chaque nuit aux côtés de cet homme gris, ce pourvoyeur sans âme, me brûle le sang. Mais sois patiente. Le plan est parfait. Il fournira la maison, le nom et la sécurité. Nous fournirons la passion et la vie. Il est trop aveugle pour voir la réalité. La signature était simple. Ton Julien. Julien. Le nom m'a frappé comme un coup de massue. Julien était mon prof de tennis au club de Rueil-Malmaison. L'homme que j'invitais au barbecue le dimanche. L'homme à qui je donnais de généreux pourboires à Noël. Celui qui me regardait toujours avec un demi-sourire narquois pendant que je signais les chèques de la cotisation familiale. Mes mains étaient figées. J'ai pris une autre lettre, datée de 3 ans plus tard. Ses yeux sont les miens, Claudia. J'ai vu Marc aujourd'hui au parc. Il a mon menton, il a mon feu. Quelle ironie que ce banquier ennuyeux croit avoir engendré un lion. Continue comme ça, mon amour. Qu'il paie les meilleures écoles.
Notre fils mérite de régner, et pour cela, nous avons besoin du capital du roi idiot. J'ai eu un haut le cœur. La trahison n'était pas seulement sexuelle, elle était financière, stratégique. Je n'étais pas un époux, j'étais un actif, une source de financement pour un projet génétique étranger. Je suis passé aux dossiers médicaux. Si les lettres étaient la confession émotionnelle, ceci était la preuve légale. J'ai ouvert le dossier marqué M. La première feuille était un résultat de laboratoire d'il y a 30 ans. Test de compatibilité génétique. La conclusion était surlignée au marqueur jaune. Probabilité de paternité de Monsieur Robert. 0,0%. Probabilité de paternité de Monsieur Julien. 99,9%. Elle le savait depuis le début. Ce n'était pas une erreur, c'était une certitude scientifique qu'elle avait décidé de cacher sous des couches de mensonges et de sourires d'anniversaire. J'ai ouvert le dossier d'Élodie. Pareil. Celui de Damien. Pareil. Mais il y avait un document de plus au fond du coffre. Un diagnostic médical au nom de Julien, datant de 1990. Maladie dégénérative chronique. Pronostic. Incapacité permanente d'ici 5 ans. Tout s'éclairait. Julien, l'amant passionné, le père biologique, était condamné à devenir un invalide sans revenu. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins des enfants qu'il concevait. Ils avaient besoin d'un hôte, d'un organisme sain et productif pour porter le poids économique de leur descendance. J'avais été sélectionné non par amour, mais pour ma solvabilité et ma stupidité. 30 ans de travail, 60 heures par semaine au cabinet, des voyages d'affaires épuisants, des crises de stress. Tout ça pour nourrir, vêtir et éduquer les enfants d'un autre homme. Un homme qui s'est moqué de moi jusqu'à sa mort, et une femme qui me regardait dans les yeux chaque soir en me disant je t'aime tout en calculant combien elle pouvait encore extraire de mon compte bancaire. J'ai refermé le couvercle du coffre. Le son fut sec, définitif. Je n'ai pas eu envie de pleurer. Les larmes sont pour la douleur. Ce que je ressentais était une clarté absolue, froide et métallique. C'était la sensation d'un auditeur qui trouve enfin le détournement de fond dans les livres comptables. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué, mais je me sentais plus grand, plus fort. J'ai pris les dossiers et les lettres. Je ne les brûlerai pas. Pas encore. C'était mon arme. La guillotine qui tomberait sur le cou de ces 3 étrangers qui dormaient dans un hôtel de luxe, le Georges V, sans doute, payé avec ma carte. Je me suis servi un autre whisky, pour célébrer cette fois. J'ai porté un toast à mon reflet dans le miroir. À la vérité, ai-je murmuré, et au grand nettoyage qui commence demain. La nuit de la solitude était finie. Le jour du jugement allait commencer. Le lendemain matin, je me suis rendu au cabinet de Maître Beaumont, près du palais de justice. C'était un homme chauve et méticuleux qui avait vu le pire de la nature humaine en 40 ans de barreau. Il a immédiatement remarqué la froideur de mon regard. « Ferme la porte, Robert », m'a-t-il dit en essuyant ses lunettes. « Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je n'ai pas vu un fantôme, Beaumont. J'ai vu la réalité. J'ai posé les 3 enveloppes jaunes sur son bureau en acajou massif. Le bruit du papier frappant le bois a résonné comme un coup de feu avec silencieux. Beaumont a ouvert la première. Ses yeux ont parcouru les chiffres, les pourcentages, les conclusions. Son sourcil s'est froncé. Il a ouvert la deuxième, puis la troisième. Quand il a levé les yeux, il ne me regardait plus comme un ami, mais comme un client apportant le dossier le plus explosif de sa carrière. Fraude à la paternité, a-t-il murmuré. C'est un cas de dol manifeste de la part de Claudia. Robert, tu réalises ce que cela signifie juridiquement? Je sais ce que ça signifie moralement, ai-je répondu. Ça signifie que j'ai entretenu 3 étrangers. Je suis ici pour que tu me dises ce que ça signifie devant la loi. Je veux les briser, Beaumont. Pas physiquement. Financièrement. Je veux qu'ils sortent de ma vie aussi nus qu'ils y sont entrés. Beaumont a hoché la tête et a pris une note. D'abord, la filiation. Bien que tu sois reconnu comme père sur leurs actes de naissance, l'ADN prouve que le lien biologique n'existe pas. Puisqu'il y a eu dissimulation volontaire de la part de la mère, nous sommes face à un vice du consentement.
Tu as accepté la paternité sous l'empire d'une erreur induite par Dole. J'aimais la sonorité de ces mots. Erreur induite. Dole. Des termes qui retiraient le poids de la culpabilité de mes épaules pour le placer là où il devait être. Ensuite, a continué l'avocat, ton testament actuel est révoqué de facto. Nous allons en rédiger un nouveau immédiatement avec une clause d'exhérédation pour cause d'indignité. Mais ça, c'est pour plus tard. Ce qui t'intéresse, c'est l'immédiat. Exactement. Je veux qu'il quitte ma maison aujourd'hui. Beaumont a esquissé un léger sourire de prédateur. C'est le plus simple. La maison est un bien propre à ton nom. Ils sont majeurs. Ils n'ont aucun bail de location. Juridiquement, leur statut est celui d'occupant sans droit ni titre. Des précaires. Tu peux révoquer leur autorisation d'occupation à tout moment. Nous allons rédiger un acte d'huissier pour notification d'expulsion. Nous leur accorderons un délai de grâce de 24 heures par humanité, bien que légalement, je pourrais les mettre dehors sur le champ. Et l'argent? Les voitures? Les cartes? Les voitures sont au nom de ta holding. Les cartes de crédit sont des extensions de ton compte professionnel. Une simple opposition suffit. Quant au virement mensuel que tu leur verses, c'est une libéralité que tu peux cesser sans préavis. À midi pile, la sonnette a retenti. Marc, Élodie et Damien sont entrés avec leurs conjoints, l'air gourmand. Ils se sont installés dans le salon, s'attendant à une lecture de testament classique, à une répartition des bijoux et de l'argenterie. Ils ne se doutaient pas que le déjeuner ne serait pas servi. Je suis resté debout. J'ai posé le coffre en chêne sur la table basse. Vous vouliez savoir ce qu'il y avait dedans, ai-je commencé. Voici votre héritage. J'ai jeté les rapports d'expertise ADN sur la table. Lisez. Le silence qui a suivi était plus lourd que la terre du cimetière. Marc a ramassé une feuille, son visage passant du rose au gris cendré. Élodie a poussé un cri étouffé. Damien est resté pétrifié. Qu'est-ce que c'est que cette blague? A bafouillé Marc. Ce n'est pas une blague. C'est la science. Vous n'êtes pas mes enfants. Vous êtes les enfants de Julien, le moniteur de tennis. Votre mère vous a élevé avec mon argent, et vous avez grandi en pensant que j'étais votre banque privée. Papa, écoute. A tenté Élodie en s'approchant. Ne m'appelle plus jamais comme ça, ai-je tranché. À partir de cet instant, je ne suis plus rien pour vous. Maître Beaumont est dans le bureau d'à côté avec les notifications d'huissier. Vous avez 24 heures pour récupérer vos effets personnels. Demain à 12 heures, les serrures seront changées. Vos cartes de crédit sont déjà bloquées. Les voitures de fonction doivent être rendues au garage de la société avant ce soir. Tu ne peux pas nous faire ça. A hurlé Damien. C'est illégal. Au contraire, c'est la loi française dans toute sa rigueur, ai-je répondu avec un calme glacial. Vous êtes des occupants sans titre dans une propriété privée. Sortez. Ils ont essayé de négocier, de pleurer, puis d'insulter. Marc a menacé de me traîner en justice. Je l'ai regardé avec mépris. Avec quel argent allait-il payer un avocat, lui dont la start-up ne survivait que grâce à mes injections de capital? Un par un, ils ont quitté le salon, dévastés. Le château de cartes s'était effondré. 3 mois ont passé depuis ce jour de fureur dans mon salon. Je suis assis sur la terrasse d'une petite maison de pierre que j'ai louée face à la mer, en Bretagne, près de Saint-Malo. Ce n'est pas le luxe ostentatoire du 16e arrondissement, mais ici, l'air est pur et, pour la première fois de ma vie, il n'est pas pollué par le mensonge. Marc a tenté de me poursuivre, comme prévu. Mais dès que Maître Beaumont a déposé les preuves de la fraude biologique et les lettres de Julien, son avocat, un grand nom de la place de Paris, lui a conseillé de se désister immédiatement pour éviter un procès public qui aurait détruit sa réputation dans le monde des affaires. Sans mon soutien financier, sa start-up a été rachetée pour une bouchée de pain. Aux dernières nouvelles, il cherche un poste de salarié junior, bien loin de ses rêves de grandeur. Élodie a dû vendre ses sacs de luxe et ses bijoux pour payer les traites de son appartement de Neuilly qu'elle ne peut plus assumer. Quant à Damien, il a disparu de mon radar, probablement à la recherche d'une nouvelle victime à parasiter. Parfois, le soir, en écoutant le fracas des vagues contre les remparts, je pense à Claudia.
Je ne ressens plus de haine, juste un immense étonnement. Comment a-t-elle pu porter ce masque pendant 30 ans? Elle a choisi de vivre une farce. J'ai choisi de vivre la vérité, aussi brutale soit-elle. La vérité m'a coûté une famille, une maison et 30 ans de souvenirs, mais elle m'a rendu quelque chose de bien plus précieux. Elle m'a rendu à moi-même. Je me lève chaque matin sans dette émotionnelle. Je n'ai plus à faire semblant. Je n'ai plus à acheter l'affection de qui que ce soit. La famille n'est pas une question de biologie, messieurs dames. La famille, c'est l'honneur et la loyauté. Et moi, après la plus longue tempête de mon existence, j'ai enfin récupéré le mien. Le vent est désormais de mon côté et, pour la première fois depuis des décennies, c'est moi qui tiens la barre. Et vous? Auriez-vous refermé le coffre pour continuer à vivre dans l'ignorance, ou auriez-vous fait exploser la vérité, quel qu'en soit le prix? La justice fait mal, mais elle libère. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.